L'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux, écrivait Lamartine dans ses méditations poétiques. Cette synthèse fulgurante du romantisme va comme un gant à Frederick Edwin Church, qui connut en son temps une célébrité qu'on peine à imaginer aujourd'hui, tant sa peinture est tombée dans l'oubli. Le pire pour lui est qu'il fut en quelque sorte enterré vivant, contraint de finir ses jours isolé et oublié, dans la demeure moitié persane, moitié famille Adams, qu'il avait construite lui-même à l'époque de sa gloire. Church tombait d'ailleurs de très haut, puisque ses paysages grandioses lui avaient valu un temps d'être jugé supérieur à Turner. C'était doublement injuste, d'abord parce que nul n'est supérieur à Turner, ensuite parce que la peinture de Church mérite qu'on s'y attarde, même s'il est bien loin le temps où les foules américaines se pressaient à ses expositions, pour lesquelles il fallait pourtant s'acquitter d'un droit d'entrée. Il avait fait ses classes auprès du grand peintre anglo-américain Thomas Cole, dont nous avons déjà vu quelques toiles et dont nous reparlerons, fondateur à son corps défendant de l'Hudson River School. L'une des toiles les plus saisissantes de Church est d'ailleurs un hommage à son maître et, peut-être de manière involontaire, à Caspar David Friedrich, décédé 8 ans avant Thomas Cole. Mais alors que celui-ci était surtout tenté par l'allégorie, Church fut d'abord inspiré par la science, au point de nourrir sa peinture d'optique, de biologie des plantes et de géologie, qu'il étudia avec le plus grand sérieux. De la même façon, il essaya toujours de dissimuler sa personnalité derrière une touche léchée, minutieuse, censée mettre l'accent sur le sujet même du tableau, l'immensité de la nature, renforcée par une ligne d'horizon placée volontairement bas et une foule de détails qui, bizarrement, n'enlevaient pas sa force à l'ensemble. Fervent protestant, Frederick Edwin Church se désolait de voir l'Amérique des pionniers disparaître sous l'avidité des capitalistes, et c'est une donnée fondamentale pour apprécier son œuvre, son pastoralisme nostalgique et son déplacement progressif vers un sud resté sauvage, du moins dans son esprit. Car le talent de Church, pour restituer ou plutôt recréer en peinture des territoires inviolés, va justement donner des idées à ces mêmes capitalistes qui vont alors sans vergogne exploiter sa naïveté. Ainsi le cœur des Andes sera-t-il présenté au public façon Barnum, dans le seul but pour l'organisateur d'attirer l'attention des investisseurs sur ces entreprises sud-américaines. Dans le révolutionnaire Modern Painters, imaginé pour défendre l'art de Turner, le critique et poète romantique John Ruskin développa l'idée, au demeurant passionnante, que la vérité en art n'est pas matérielle, mais morale. La perception de la nature serait donc plus importante que son interprétation, selon des dogmes du pittoresque, érigés par les grands anciens. Au bout du compte, elle serait une expérience mystique de la beauté. Et Ruskin de souligner la mission du paysagiste. Le peintre a pour devoir impératif de restituer les moindres détails avec le plus grand soin. Chaque classe de roche, chaque sorte de terre et toute forme de vie doivent être étudiées avec une égale attention et rendues avec la même précision. Voilà une profession de foi qui colle à Church mieux qu'à Turner. À l'instar de ce dernier ou d'un John Martin, Church se plut souvent, dans ses paysages, à représenter un humain pour mieux suggérer sa fragilité face à l'immensité de la nature, contrairement à cette vue des chutes du Niagara dont l'on comprend aisément l'effet qu'elle fit sur ses contemporains. La toile valut à Frederick Edwin Church un énorme succès, proportionnel à ses dimensions, et le surnom de Michel-Ange du paysage. Mais c'est précisément ce qui lui avait apporté fortune, gloire et honneur qui causa sa perte. Lassé bien avant le public par cette avalanche obsessionnelle de détails, la critique lui reprocha tout à coup un manque criant d'imagination et de poésie. Nul n'est prophète en son pays.